Bonjour, nous recevons dans ce nouvel épisode un entrepreneur. Il a dirigé la première plateforme de paiement en ligne. Il dirige aujourd'hui la première plateforme d'annulation en Europe. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Francis Barrel. Bonjour Mickaël. Merci d'accepter de venir dans notre émission Col Roulé. Merci de me recevoir. Merci à toi. On a voulu ce podcast pour mettre en lumière des personnalités inspirantes, passionnées, engagées, et tu incarnais toutes ces qualités. La barre est haute. La barre est haute, mais en tout cas, elle est à notre sens, un juste jugement, et on espère que tu vas accepter qu'on puisse s'intéresser à ton parcours. Donc on l'a dit un peu dans le teaser. Donc tu as dirigé, on peut sur Internet, l'Arcom ne nous interdit pas encore, mais tu as dirigé pendant plusieurs années, mais tu nous le diras, PayPal, qui est l'un des leaders des paiements en ligne, si je ne me trompe pas dans la définition de l'entreprise. Et aujourd'hui, tu diriges le leader en Europe de l'assurance annulation Phénomène. Et donc voilà, on va un peu s'intéresser, si jusque-là je ne me suis pas trompé, où tu as grandi. Comment tu es arrivé à avoir ce rôle dans la tech, dans le digital, un peu dans ces domaines d'activité qui de l'extérieur en tout cas sont impressionnants. Et donc voilà Francis, si tu acceptes, on se tutoie parce que c'est la tradition, c'est la tradition dans l'émission. Et donc voilà, où as-tu grandi ? Alors déjà, encore une fois, merci de me recevoir, Mickaël. Et désolé de ne pas être venu en col roulé, mais il fait quand même encore un petit peu trop chaud pour ça. Je t'admire encore plus déjà pour l'émission et pour ton style vestimentaire. Donc là, moi, j'ai grandi à Neuilly-sur-Seine. J'ai eu la chance de grandir là-bas. Mais j'ai toute ma famille qui vient de Roumanie au départ. Donc je suis un fils d'immigrés. Mes grands-parents maternels sont arrivés en 47. Ils ont fui l'armée rouge. Et mon papa est arrivé en 74. Il a fui Ceausescu. Et quelques années plus tard, je suis né d'abord à Paris, puis on a bougé à Neuilly. Quand mon père a fait un petit investissement immobilier qui s'est avéré bien intelligent. Voilà. Énorme. Donc les Hauts-de-Seine, Neuilly. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de ton enfance ? Écoute, moi j'ai une enfance vraiment très heureuse. Donc j'avais 2 parents extraordinaires, une petite sœur formidable. Et en fait, quand même très très vite, j'ai été inspiré par mon grand-père maternel, qui était un entrepreneur. Donc comme je disais, qui est arrivé en France en 47. Et qui est jusqu'à ses 92 ans. Donc à sa mort en 2008, il a travaillé toute sa vie. Il n'a jamais pris sa retraite. Et il avait commencé à 12 ans en plus, l'aîné d'une grande famille pour subvenir aux besoins de sa famille. Et donc lui, après, il a eu mon oncle qui a suivi son parcours. Et mon papa, quand il est arrivé en France, il a travaillé quelques années d'abord dans une société française. Et après, il a rejoint la société familiale jusqu'à sa mort en 2022. Et donc, si tu veux, j'avais cette inspiration, mon grand-père, mon père, mon oncle, d'entrepreneurs, de travailleurs très très durs. Et donc c'est vrai que même si j'avais souvent, quand j'étais jeune au lycée ou au collège, l'appréciation peut mieux faire sur mes livrets, parce que les professeurs voyaient que je me reposais trop sur mes lauriers, sur les bons gènes que j'avais hérités de mes parents, surtout la bosse des maths de mon père. J'ai quand même après enchaîné sur le travail inspiré par mes parents. Voilà. Et puis ma maman, faut pas l'oublier aussi, qui a travaillé toute sa vie en biochimie. A travaillé sur des virus très très compliqués. Elle a fait de la recherche médicale pendant des décennies. Voilà. Énorme. Donc tu avais quand même, dans cette enfance que je retiens, quand même le symbole quand même des grands-parents, des exemples qui pour toi étaient un peu des inspirations qui t'ont aidé jeune quand même à avancer. Tout à fait. En fait, mes grands-parents maternels étaient assez jeunes, donc ce qui fait que je les ai connus pendant de nombreuses années. Mes grands-parents paternels, eux, quand ils sont arrivés en Roumanie avec leur fils, en 74, ils avaient déjà plus de 70 ans. Donc ils sont partis assez tôt. J'ai appris que plus tard des grandes histoires assez incroyables sur mon grand-père paternel qui était un grand avocat en Roumanie. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je me suis demandé si je voulais pas être avocat comme lui. Puis après, très vite, je me suis tourné vers la publicité parce que j'adorais les grandes marques. Et finalement, j'ai compris que c'était pas la publicité qui me plaisait, c'était plutôt le marketing. Et c'était en fait l'expérience client. Vraiment très très tôt, j'ai adoré en fait le côté marketing et la marque, pas nécessairement pour les investissements, le fait qu'on mette de l'argent pour faire connaître une marque, mais surtout en fait l'expérience qu'on crée pour qu'une fois qu'un client a découvert une marque, il revienne après qu'ils deviennent fidèles, un petit peu comme tes auditeurs par exemple, une fois qu'ils découvrent que tu as des invités de marque en dehors de moi, qu'ils reviennent pour t'écouter. Donc c'est vraiment la fidélité et la création d'une marque, et puis en fait c'est lié aux valeurs d'une entreprise aussi. Tout ça m'a plu très très tôt. Voilà. Et donc
tu as choisi du coup de faire ces études-là? Tu as fait des études de marketing? Alors j'ai fait une prépa en fait à l'époque quand je suis sorti de mon bac en fait la voie entre guillemets royale et puis surtout quand on était parce que même si je vivais à Neuilly, j'étais dans le public, donc j'étais un enfant de la République comme on dit. Qui admirait la France et donc la voie royale c'était prépa HEC ou prépa scientifique, donc ça tombait bien parce que j'ai eu la chance d'être pris dans les deux et puis finalement j'ai choisi prépa HEC. J'ai fait l'EDEC à Lille pendant 2 ans, puis j'ai fait une année césure chez Renault et après j'ai terminé ma 3e année d'EDEC et donc le fait d'avoir fait cette expérience d'1 an chez Renault en audit interne m'a donné le goût du conseil, de la stratégie, toujours aussi au service des marques. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument travailler dans un cabinet de conseil ou en tout cas dans la stratégie. Donc ma première expérience professionnelle full-time comme on dit c'était chez BNP Paribas début 2001 et donc j'ai fait 3 ans pratiquement de conseil interne chez BNP Paribas. Donc BNP venait de racheter Paribas, 2 belles marques françaises qui avaient velléité à se développer à l'étranger. Et donc j'étais en charge avec une petite équipe, on était une 15aine de personnes, de déployer une stratégie de rapprochement entre BNP et Paribas dans leur filiale étrangère. Donc très tôt, si tu veux, j'ai eu la chance de travailler dans des petites équipes, mais pour des très grandes entreprises, pour la stratégie et commerciale et de marque d'une entreprise, et beaucoup à l'étranger surtout. Et puis le fait que grâce à mes parents, j'avais appris l'anglais très tôt, très tôt. Puisqu'ils m'ont envoyé dès 10 ans aux États-Unis, alors que je parlais pas un mot, mais j'étais en immersion totale, donc ça m'a permis d'apprendre l'anglais, a fait que j'ai pu travailler. J'avais un petit plus, si tu veux, par rapport à des candidats qui venaient aussi de bonnes écoles de commerce, de pouvoir travailler à l'étranger très facilement. Voilà. Est-ce que quelque part, le passé de la guerre, qui n'est pas de frontières, qui est beaucoup de déplacements, tu avais ça en toi et que c'était pas impossible pour toi et que tu avais même mentalement, tu n'avais aucune frontière pour aller justement quelque part évoluer professionnellement et être meilleur dans ce domaine-là? Alors écoute, je le disais tout à l'heure, moi je suis un citoyen de la République française, mais c'est vrai que je suis un citoyen du monde aussi, parce que on va parler tech ensemble, mais très tôt, moi j'ai grandi avec le Minitel. J'adorais parler chez mes collègues de PayPal du Minitel en disant voilà, les Français ils ont presque inventé Internet avant l'heure, puisque en 85-86 on pouvait faire sur le Minitel tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, peut-être en dehors d'acheter des cryptos, mais on pouvait acheter un billet de train sur SNCF, un billet d'avion sur 3615 Air France, on pouvait aussi avoir des dialogues sur le Minitel Rose qui a quand même fait la fortune de certains futurs investisseurs de la tech française. Et le côté international, encore une fois, fait que mon père, étant arrivé en France assez tard, à 27 ans, lui, s'est pas dit « je me suis arrêté en chemin ». Il s'est pas dit « j'aurais dû continuer aux États-Unis ». Mais il espérait que son fils et ses 2 enfants peut-être continuent un peu son chemin et aillent vers les États-Unis. C'est pour ça, c'est ce que je disais, qu'ils m'ont envoyé dès l'âge de 10 ans là-bas aux États-Unis. Et en fait, comme on dit en anglais, I never look back. En fait, c'est vrai que quand tu vas à 10 ans et qu'après tu passes toute ton enfance de 10 à 18 ans, parce que le meilleur ami de mon père vivait sur la côte est, à côté de Boston. Donc, quand tu passes tes années formatrices aux États-Unis, tu es baigné dans cette culture-là. Donc je te parlais tout à l'heure de mon amour des marques qui remontait à Culture Pub sur M6. Je pense que tu es trop jeune pour avoir connu. J'ai connu. Voilà, mais donc le fait de pouvoir après être aux États-Unis où les marques, le marketing, la créativité, le sport déjà aussi qui servait d'égérie, Michael Jordan et puis la musique, les choses comme ça, tout ça m'a beaucoup marqué bien sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus aux États-Unis, le plus beau souvenir d'enfance? Alors déjà, moi j'ai adoré Boston parce que c'est une ville incroyable, très académique, très étudiante, mais aussi très européenne. Et pour moi, c'était le meilleur des 2 mondes. C'était le vieux continent, la vieille Amérique créée au XVIIe siècle. Et en même temps, c'était la tech déjà, c'était la biotech. C'était les universités les meilleures au monde. Donc c'était pour moi de pouvoir déambuler à Harvard Square, à côté de Harvard, donc dans Cambridge ou à Boston. C'était extraordinaire pour moi. Et revenir en France, on se dit pas que la France est poussiéreuse quand on revient des États-Unis? Alors donc moi, comme je disais, j'ai étudié dès la fin du bac en France et c'est vrai que encore une fois à l'époque, les prépas c'était ce que pouvait offrir de mieux la France et encore une fois c'était une prépa publique et donc chacun s'il avait les bonnes notes, avait travaillé, pouvait y accéder et ça donnait accès aux meilleures écoles d'ingénieurs au monde pratiquement encore aujourd'hui. Les écoles de commerce, bon, c'est un petit peu plus compliqué, même si je trouve que le parcours de l'EDEC, depuis que j'en suis sorti, est extraordinaire. Avant, c'était 5, 6e, 7e école de commerce. Aujourd'hui, c'est la 4e dans les classements, la plupart.
On la considère comme une Parisienne, alors qu'elle est quand même à Lille. Donc, j'étais ravi de pouvoir faire ça. Et puis surtout, quand tu es en prépa HEC en France et que tu fais la culture générale, tu fais de l'histoire, géographie, économique, je trouve que c'est un enseignement assez incroyable. Après, moi qui ai des enfants aujourd'hui, je trouve que c'est assez compliqué aujourd'hui, dans un monde aussi connecté, de jouer toute ta vie, ou en tout cas 2 ans de prépa sur 1 à 2 semaines de concours, où il peut y avoir une épidémie, il peut y avoir une grève, tu peux être malade, il peut y avoir une fuite des concours. Donc la vie des écoles de commerce et surtout des prépas est assez compliquée aujourd'hui, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais toi, tu l'as bien vécu au moment où tu l'as... Moi j'ai des très très bons souvenirs, on avait une prépa formidable, avec une très bonne ambiance, et on a réussi à refaire... avec l'arrivée de WhatsApp, on a fait un petit groupe de notre prépa et on arrive à se revoir aujourd'hui, 30 ans après. Énorme. Voilà. On parle beaucoup aujourd'hui quelque part de l'engagement associatif, et dans les CV, on reçoit quand même pas mal de CV où l'engagement associatif est beaucoup plus mis en avant peut-être qu'à ton époque. Est-ce que toi, ça existait déjà? Comment est-ce que tu as vécu cet engagement Alors, je pense qu'il y a étudiant? 2 aspects. Le premier, c'est qu'on parle beaucoup en ce moment de la quête de sens, beaucoup des millennials, des Gen Z, qui veulent plus juste un salaire ou un beau costard cravate, mais qui veulent une entreprise à mission, qui veulent un sens à leur carrière, à leur vie. Donc ça, c'est tout à leur honneur de vouloir travailler dans ce secteur, que ce soit des associations caritatives ou des entreprises bicorp ou à mission. Et je dirais le deuxième aspect, moi j'ai pas attendu de voir des millennials pour m'inspirer, toujours pour mes parents et mes grands-parents étaient très très impliqués dans beaucoup d'associations et d'actions philanthropiques. Mon grand-père, dès son arrivée en France dans les années 50, 40, a beaucoup investi. Il a beaucoup travaillé à la paix au Moyen-Orient, en fait. C'était une notion qui était très très importante pour lui. Il a travaillé aux relations israélo-palestiniennes, aux relations franco-israélo-palestiniennes, très très tôt. Il a participé à la création d'universités au Moyen-Orient dès le départ, il y a plus de 70 ans. Donc c'était pour lui en fait le savoir, le futur de l'éducation, enfin le futur des générations par l'éducation était très important. Et il savait que la paix viendrait par l'éducation et par l'échange et le savoir. Donc ça, c'était très très inspirant. J'ai repris d'ailleurs une association qu'il a créée il y a plus de 30 ans, assez récemment, pour continuer son investissement dans l'éducation. Et puis après, effectivement, j'ai rejoint la fondation de l'EDEC il y a quelques années, toujours pour aider l'école à lever des bourses pour les étudiants. J'avais aidé aussi la fondation de l'école de mes enfants, et j'aide aussi quelques actions caritatives par-ci par-là, alors juste en faisant un petit peu de coaching parfois. Puis je fais aussi pas mal de coaching pour les startups, surtout pour des jeunes femmes en fait, puisqu'il y a moins de 2% des levées de fonds aujourd'hui en France qui sont pour des entreprises créées par des femmes. Je crois qu'il y a moins de 15% des entreprises qui sont dirigées par des femmes aussi dans les startups aujourd'hui. Donc il y a Willa par exemple, qui est une association, enfin une sorte d'incubateur qui avait été soutenu par PayPal à mon époque, qui m'a contacté récemment pour que je rejoigne leur conseil d'administration. Et je leur ai dit, écoutez, j'ai plus de temps à vous consacrer, mais je dis oui quand même. Voilà, donc ça, je dirais que c'est de la faute de mes grands-parents et de mes parents, parce que mon père aussi a rejoint son beau-père avec ma mère dans cette association caritative et continue d'accompagner, enfin ma maman continue la relève du travail de mon grand-père. Voilà. Tu parlais de la place des femmes, notamment dans les startups et dans l'engagement associatif. Tu m'as dit que tu avais une sœur. Exactement, oui. Notamment. Elle a suivi le même parcours que toi ou pas du tout? Alors elle aussi, elle a fait une école de commerce, elle est restée plus franco-française, mais elle aussi fascinée par les marques, elle a fait beaucoup de marketing, elle travaille dans la parfumerie, dans les cosmétiques, et aujourd'hui elle travaille pour une grande entreprise française qui fait des souliers, des chaussons. Vraiment, elle a un très beau parcours aussi. Donc, on voit la place de l'éducation qui fait qu'aussi, quelque part, ce côté chauvin et patriote, on peut le dire, dans l'entrepreneuriat, qui aujourd'hui est quand même assez empreint dans tes convictions et dans tes engagements. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as quand même, dans ton parcours à chaque fois, BNP Paribas qui est français. Ouais. Alors, bon, Renault avant. Renault également aussi. Ouais. Et après, bon, la filiale française d'un groupe mondial, mais après, Après, donc c'est vrai que quand je suis parti faire un MBA aux États-Unis en 2003, je suis resté à New York de 2005 à 2009. J'ai fait du conseil en strat dans tout ce qui était financial services et les paiements. Après, je suis rentré en France quand notre petite fille est née à New York, et on voulait qu'elle grandisse avec ses grands-parents. Donc on est rentré à Paris et j'ai continué le conseil en strat. Et en 2012, fin 2012 début 2013, j'ai rejoint PayPal. Et c'est vrai que c'était le meilleur des deux mondes, puisque ça me permettait de travailler pour une entreprise américaine, mais en France. Donc la qualité de vie française, la créativité française,
la résilience française, mais pour une grande entreprise américaine. Donc c'était vraiment le meilleur des deux mondes. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est quand j'ai rejoint PayPal en 2013, je me suis occupé du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Donc pareil, ça rejoignait une passion familiale, comme je le disais. Donc ça m'a permis pendant 3 ans de développer cette région qui était vraiment très naissante pour tout ce qui concerne le e-commerce. Et c'est intéressant parce que j'aimais bien dire que c'était comme si on prenait une DeLorean et qu'on allait en 95 à la Silicon Valley depuis 2013, puisque en fait le Moyen-Orient, les clients avaient des envies et avaient une connaissance de Internet, du e-commerce qui était de 2013, mais l'écosystème local datait de 95. Il avait au moins 20 ans de retard au niveau des paiements, au niveau de la logistique, puisqu'il n'y a pas de cadastre dans pratiquement aucune ville, grande ou petite ville du Moyen-Orient. Donc pour livrer un colis en e-commerce, c'est quand même important d'avoir un cadastre pour pouvoir se repérer pour la livraison. Et donc la plupart du temps, les locaux achètent en cash, en espèces, et donnent au livreur le paiement en espèces et récupèrent le colis. Et la plupart du temps, donc, dans un café où ils sont en train de fumer un narguilé ou dans une station-service ou à leur bureau. Et donc voilà, donc c'est cet environnement-là, cet écosystème que j'ai découvert en 2013, que j'ai aidé à développer pendant 3 ans. Et après, j'ai rejoint les équipes françaises en début 2016. Et donc j'ai évolué dans l'équipe française, d'abord business développeur, et puis après directeur commercial. Et fin 2019, directeur général. Voilà. Cette évolution en si peu de temps de venir à la tête de la filiale du premier groupe mondial de paiement en ligne, est-ce que ça se fait est-ce qu'il faut avoir l'ambition de le devenir? Est-ce que ça t'est proposé? Comment on devient en très peu de temps? Parce que là, on parle de quoi? De moins de 10 ans. En moins de 10 ans de boîte, comment on devient le numéro 1 de la filiale? Alors, il y a des fois, j'étais au bon endroit au bon moment. Et il y a des fois où j'ai levé la main pour me porter volontaire. Et donc, quand j'ai switché du Moyen-Orient, de la région MENA, Middle East North Africa, à la France, c'est parce que j'avais travaillé sur une énorme conférence interne pendant plusieurs mois avec un homme qui est devenu mon mentor et ami, qui venait de récupérer la France et qui m'a contacté en me disant, voilà, j'ai envie de donner un deuxième souffle au pays qui était un peu pas nécessairement mature, mais qui avait perdu du dynamisme. Et il savait qu'au Moyen-Orient, je me débrouillais pas trop mal. Donc c'est lui qui m'a contacté, il m'a dit rejoins mon équipe. Et au départ, je lui ai dit écoute, je sais pas ce que je vais pouvoir faire en France, tout a déjà été fait, qu'est-ce que tu veux que je t'apporte? Et donc j'ai fait une sorte de due diligence, d'audit, et j'ai réalisé que la France, effectivement, pour PayPal, avait pas mal perdu de dynamisme, d'activité, et que je pouvais amener ce côté un peu guérilla marketing, cette résilience dont je parlais, ce dynamisme, cette envie de gagner que j'avais vraiment développé au Moyen-Orient pour PayPal. Et donc c'est pour ça que je l'ai rejoint. Après, en fait, au bout d'1 an et demi, il y a eu une réorg. C'est là où j'ai levé la main, j'ai dit voilà, je veux bien prendre la tête de l'équipe commerciale, je me sens prêt. Et le fait que je lève la main, en fait, il n'y a pas eu de question derrière, en fait, parce qu'ils me connaissaient déjà. Puis au bout de 2 ans et demi, pareil, quand ma prédécesseur, qui était une extraordinaire DG, qui a dirigé donc PayPal France pendant 2 ans et demi, est partie chez PayPal aux États-Unis, j'ai levé la main en disant je veux prendre sa place. Mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas considéré que j'étais légitime complètement, parce qu'il y a eu un processus de recrutement interne. Donc je l'ai préparé comme si j'étais un candidat externe. Et je me souviens, ça c'est quelque chose que je partage souvent quand je fais un peu de coaching, c'est j'ai écouté les podcasts, les interviews de la directrice monde avec qui j'avais le dernier round pour entendre sa sonorité, parce que je la voyais en visio, mais elle était en Californie et moi à Paris. Et même s'il y avait la vidéo avec la voix, je voulais quand même écouter ses intonations, comprendre un petit peu ce qu'elle disait, l'entendre parler aussi de PayPal, même si je la connaissais plutôt bien en interne, mais je lui avais parlé qu'une fois ou deux. Je voulais apprendre à la connaître pour pouvoir anticiper ses questions et me préparer. Et montrer encore une fois que je ne me considérais pas avec arrogance comme le seul candidat légitime, mais que je pouvais faire mes preuves. Voilà. Est-ce que, quelque part, avoir ces fonctions qui sont quand même importantes, ça nécessite pas une charge mentale très importante qui impacte forcément la vie privée et avoir de telles responsabilités en étant en plus t'étais déjà père de famille, t'avais déjà oui, j'ai une petite fille donc qui est née à New York et un garçon qui est né quand on est rentré en France. Alors écoute, je déjeunais avec une amie il y a quelques semaines et on parlait d'un diagnostic TDAH
Et je lui disais, tiens, il faudrait que je le fasse pour voir si j'ai pas été non diagnostiqué quand j'étais jeune. Donc c'est vrai que j'ai toujours une énergie débordante. C'est pour ça que j'accepte pratiquement toujours quand on me propose de faire quelque chose en plus, parce que sinon je m'ennuie. Et j'ai toujours besoin de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est parce que en fait, en fait, si tu veux, c'est une sorte d'énergie qui s'auto-entretient. Et rester en place, ça me convient pas. Et c'est vrai qu'en général, moi, je vis des choses par passion. Et donc, par exemple, pendant le Covid, quand on avait nos call centers qui étaient débordés parce que l'activité e-commerce explosait, j'étais contacté 30 à 40 fois par jour sur LinkedIn, par texto, parfois même à la maison. J'ai un client de PayPal qui m'a appelé à la maison pour me poser des questions, pour avoir de l'aide. Et je leur répondais toujours quasi instantanément parce que je me sentais responsable de la marque. Et effectivement, je la vivais jour et nuit, soir et week-end, parce que même si ce n'était pas mon entreprise, je considérais que c'était moi l'ambassadeur de PayPal en France, et donc j'avais cette responsabilité. Et donc c'était normal de sacrifier un peu de son temps personnel. Après, mes enfants connaissaient PayPal par cœur, même si c'est interdit au moins de 18 ans, ils connaissaient tout en long, large et en travers, mon épouse aussi. Mais en fait, à partir du moment où c'est ta passion, tu le partages avec les gens que tu aimes, et donc ils l'apprécient. Même si parfois il se moquait de certains de mes collègues qui m'appelaient trop souvent, mais c'était très bien. Bon, au moins, c'était bien pris par ta famille. Ouais. Cette passion débordante et quelque part cette hyperactivité, est-ce que tu arrives à la dompter, à la canaliser, ou c'est un outil pour justement réussir dans tes domaines et dans tes responsabilités? Alors, là, depuis que j'ai rejoint Phénomène en mars, on travaille sur au moins 3 ou 4 continents différents, sur une dizaine de clients minimum par jour, sur des dizaines de dossiers et de projets. Donc ça, en fait, ça entretient cette énergie et ça me permet de développer vraiment l'activité de cette incroyable entreprise. Après, j'aime beaucoup lire quand même, mais c'est vrai que je lis toujours 2 ou 3 livres en même temps. Donc j'en ai un sur l'application Kindle de mon iPhone, j'en ai un en papier dans mon bureau et un autre en papier sur ma table de nuit. Donc voilà, donc je l'entretiens et alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, je te laisserai toi et tes auditeurs juger. Voilà. Tu te mélanges pas trop dans les histoires? Ouais. Non, pas du tout. J'adore suivre plusieurs intrigues en même temps. Tu parlais de notamment les phases de recrutement interne où dans ta carrière, tu montais un petit peu quelque part de position. Est-ce qu'il y a une place au doute? Est-ce que quelque part dans ces transitions professionnelles, il y a des moments où tu dis ils vont me la mettre à l'envers, je sais pas, mais tu vois, plein de questions qui peuvent faire que tu perds confiance en toi et tu dis c'est peut-être pas moi qui aura le poste, tu vois. Écoute, on dit souvent que ce sont les femmes qui ont le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas moi j'en souffre aussi. Alors je dirais peut-être pas régulièrement, mais j'en ai souffert, j'en souffre. Déjà, quand j'ai fait mon MBA aux États-Unis, c'était l'un des meilleurs au monde et j'avais l'impression que j'avais pas ma place là-bas. J'avais peur qu'on me tape sur l'épaule en me disant tu dois partir. Et donc, c'est pour ça que je travaillais encore plus dur. Chez PayPal, l'avantage quand même, c'est que je commençais à quand même connaître très très bien l'entreprise et les gens. Donc, là-dessus, j'étais quand même plutôt confiant et malgré tout, j'ai affronté 2 grosses crises quand même, une dans le rôle de directeur commercial et une autre en tant que DG France. Et donc à chaque fois quand on est confronté à ce type de crise, on se pose des questions. Est-ce qu'on est complètement responsable? Même si on n'est pas responsable, on est responsable de résoudre cette crise. Donc non, je pense que normalement toute personne normalement constituée et tout entrepreneur ou dirigeant doit avoir des phases de doute, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Si on n'a pas de doute et qu'on n'apprend plus rien, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus d'excitation dans l'entreprise et qu'il faut bouger. Est-ce que parfois, tu as l'impression que justement, tu as tellement vécu d'adrénaline et que tu as passé des étapes qu'il te faut vraiment un gros challenge pour que cette adrénaline te donne envie de te réveiller le matin? Non, parce qu'en fait, j'ai plein de raisons de me réveiller le matin. Déjà, j'ai mes enfants. Ma femme n'est pas trop du matin, donc c'est moi qui sors tout de suite dès que le réveil sonne. Je prépare le déjeuner pour mes enfants qui sont en lunchbox. Je les réveille avec des câlins, je leur prépare le petit déjeuner et je les amène à l'école. Et oui, ma fille de 17 ans et mon fils de 13 ans me laissent encore les amener à l'école, ils sont contents que je les conduise.
Mais donc déjà, pour moi, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est d'aller au bureau, de rencontrer les collègues, parce que je déteste le télétravail. J'aime bien être au bureau et de pouvoir rencontrer tout le monde et en fait partager mon énergie pour inspirer les gens et pour les pousser à faire encore plus. Donc effectivement, je ne sais pas si on peut appeler de l'adrénaline ou de l'énergie, mais si ça déborde, en fait, le meilleur moyen, c'est de la partager avec les gens et de les pousser. Après, parfois, mon épouse peut dire que je m'étends trop dans les histoires, comme tu peux le voir, ou que je suis parfois assez intense. Mon fils l'est encore plus que moi aujourd'hui. Donc, il faut faire attention aussi à ne pas noyer les gens avec cette énergie. Bien sûr. Tu parlais de ton expérience à l'étranger, notamment qu'au Moyen-Orient, ils avaient du retard sur certaines technologies, ou voilà, notamment sur les cadastres ou sur certains aspects, notamment économiques, culturels, structurels. Est-ce que, paradoxalement, tu as vu dans ces pays qui avaient peut-être du retard sur certains sujets, justement un apport et une plus-value qui aidait le business à pouvoir performer? Alors moi je dis toujours que la nécessité ou le manque de moyens est la mère de l'innovation. Et je me souviens toute ma vie, l'une des premières conférences que j'ai faites, c'était au Caire, en Égypte, et je participais à une petite conférence avec quelques pitchs et je vois un petit jeune qui commence à dire qu'il veut créer un système pour traquer les bus, suivre les bus. Et je lui dis, mais comment tu vas faire? Tu vas mettre un GPS sur chaque bus, il va falloir que tu fasses un partenariat avec une société de satellite pour traquer les bus. Il me dit, non, pas du tout. En fait, j'ai créé une petite app, et en fait, chaque passager download l'app. Quand il rentre dans le bus, il fait un check-in. Et donc, je géolocalise le téléphone de mon utilisateur. Et après, je peux calculer en anticipation, en fonction des embouteillages, combien de temps le bus va mettre pour arriver au prochain arrêt. C'est vrai que le Caire est la société la ville la plus embouteillée que j'ai vue au monde. C'est assez fou. Et en fait, il avait créé une sorte de Waze, si tu veux, des bus. Avant que Waze, je ne sais pas si Waze avait déjà été racheté par Google ou pas, mais en tout cas, c'était d'une créativité assez dingue et avec de faibles moyens et pour amener de la valeur à ses utilisateurs. Énorme. Donc, il y avait quand même, dans des pays même qui étaient un peu en retard. C'était en retard à cause de, tu vois, des soucis qui n'apparaissaient que tout d'un coup avec le e-commerce. Les gens étaient très contents de payer en espèces, les gens n'avaient jamais eu besoin de recevoir des colis véritablement, ils avaient du courrier encore. Mais ce que je voyais, c'est que par exemple, je parlais de l'Égypte a des écoles d'ingénieurs qui sont incroyables, le Maroc aussi. Le Maroc a non seulement des écoles d'ingénieurs, mais aussi des capacités en langue qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, on se moque des call centers qui sont outsourcés au Maroc, mais est-ce qu'il y a beaucoup de pays où il y a des jeunes qui sont éduqués, qui sont moteurs, qui ont l'énergie, qui sont capables de répondre en anglais, en français, en arabe, en italien, en espagnol? Il y a très peu de pays avec une grande qualité. Pareil, enfin, le Liban a une diaspora qui a parsemé les Émirats, l'Arabie Saoudite ou la Jordanie. Et c'est un ancien protectorat français, donc en plus ils parlent français. Voilà, exactement. Ils ont un arabe littéraire qui est extraordinaire. Ils parlent français, ils parlent anglais. Ils ont une qualité. En fait, il y avait beaucoup des designers, beaucoup des marketeurs. Tu vois, on parlait tout à l'heure du marketing. Beaucoup des marketeurs qui venaient tous du Liban et qui avaient un talent fou. C'est quoi le pays qui t'a le plus marqué dans ta carrière? Est-ce qu'il y a un pays ou quelque part une mission qui pour toi restera la mission de ta vie, même s'il te reste encore la moitié de ta vie à passer, hein. Écoute, voilà, je disais, mon grand-père il a travaillé jusqu'à ses 92 ans, donc moi j'envisage pas de prendre ma retraite, je me vois pas m'arrêter de travailler à, je sais pas, 65 ou 70 ans. Écoute, pour répondre à ta question, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je trouve que Boston est vraiment la ville où je rêverais de retourner vivre. Mais une ville que j'ai adorée, c'est Dubaï. Vraiment, c'est extraordinaire parce que je trouve que c'est une ville-État presque, qui a eu une stratégie. Comme une entreprise, je parlais de la stratégie des marques tout à l'heure, Dubaï a une stratégie de marque et de construction et de croissance assez exceptionnelle. Parce que contrairement à son petit voisin, grand frère Abu Dhabi, Dubaï n'a pas de matières premières, n'a pas de pétrole, n'a pas de gaz naturel. Et donc, il ne pouvait se développer qu'avec des services ou de l'innovation. Et donc, ils ont décidé de devenir un hub. Alors, il était déjà depuis les années 50-60, voire la route de la soie quelques siècles auparavant, mais ils ont décidé de se redévelopper à nouveau à partir des années 60-70 autour de l'immobilier.
et autour du travel et entertainment, du tourisme. Et donc, ils ont créé des immeubles assez extraordinaires. On connaît tous le Burj Khalifa, mais il y en a plein d'autres. Il y a des îles artificielles en forme de différentes... Une île en forme de palme, qui s'appelle The Palm, qui est extraordinaire. Et donc, créer une stratégie de toute pièce qui se déploie dans toutes les strates de la société pour faire venir des travailleurs, soit des travailleurs qui construisent des immeubles, soit des cols bleus ou des cols blancs, avec des visas. Alors au départ, c'était des visas de 3 ans qui sont associés à un bureau pour des cols blancs. Aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent le Golden Visa qui dure 10 ans. Et donc, ils avaient une stratégie vraiment qu'ils ont déroulée et qui ont fait qu'ils ont... c'est extraordinaire ce qu'ils ont créé. Et parfois, on parle de Singapour. Mais en fait, Singapour est un peu le Dubaï de l'Asie, ou peut-être Dubaï est le Singapour du Moyen-Orient. Mais on ose à espérer qu'une fois qu'on aura trouvé la paix, peut-être au Moyen-Orient, peut-être Gaza sera reconstruit, deviendra le Dubaï de la région, peut-être, un deuxième Dubaï. C'est possible, c'est ce qu'on souhaite. Est-ce que quand quelque part tu diriges PayPal, qui est le premier leader mondial, même si ce n'est que la filiale française, c'est quand même, t'es un peu la voix de la France, du leader mondial, ou l'inverse, le leader mondial dans notre pays. Est-ce que des fois tu te dis, tout a été fait, tout a été inventé, qu'est-ce qu'on va apporter de plus dans ma position de numéro 1? Alors déjà, j'avais de la chance, comme je disais, d'être en France. Et c'est vrai que dès le départ, je me suis dit, l'une des forces qu'on peut avoir, c'est de s'implanter dans l'écosystème français qui était en plein essor. Je parlais de l'écosystème Moyen-Orient, mais quand je suis arrivé en France, l'une des raisons qui m'a fait que j'ai accepté ce job, quand j'ai fait ma due diligence, j'ai réalisé qu'on travaillait très peu avec des startups. D'ailleurs, j'ai commencé le 1er janvier 2016, et le 5 janvier 2016, j'étais à Las Vegas, au CES, pour aller rencontrer les startups françaises à Las Vegas. Donc c'était quand même fou de voyager des milliers de kilomètres pour aller les voir, mais en fait, parce qu'elles ne nous attendaient plus. Et en fait, j'ai réalisé à l'époque que 9 startups sur 10 ne travaillaient plus avec nous. On n'avait jamais travaillé avec PayPal, et que même les grandes scale-up à l'époque, qui étaient des Blablacar, des Mano Mano et d'autres, ne travaillaient pas non plus avec PayPal. Donc l'un vraiment des grands chantiers que j'ai mis en place, c'est de travailler avec toutes les startups et toutes les scale-up, et de faire en sorte que ce qui est devenu, quand ça allait encore plutôt bien, la France de Macron, qui parlait de 20 licornes avant 2025, ou 25 licornes avant 2025, ce qu'ils ont atteint finalement en 2019, je crois. Donc notre objectif, travailler avec pratiquement toutes ces licornes et de les accompagner dans leur essor en France et à l'étranger. Et on l'a rempli, puisque donc en 2017, quand je suis retourné au CES, au lieu que ce soit 9 sur 10 qui ne travaillaient pas avec PayPal, c'était 8 sur 10 qui travaillaient avec PayPal. Donc j'avais réussi à faire un travail quantitatif dans un job qui était plutôt qualitatif, qui était encore une fois ambassadeur de PayPal en France, mais qui avait porté ses fruits et qui me rendait très fier du travail qu'on avait accompli. Et comment on convainc des licornes? Comment on convainc des numéros 1? Quel argument, au-delà que PayPal est quand même numéro 1, je pense, à l'époque déjà, en fait, PayPal, si tu veux, a créé le paiement en ligne dès 1998. Donc c'est sûr qu'on est numéro 1, enfin PayPal est numéro 1 depuis 1998. Tout à fait. Et en négociation, comment ça se passe avec des grands alors justement, faiseurs? le but c'est d'y aller sans arrogance, parce qu'en fait on peut être numéro 1 dans le monde, mais si on va avoir une licorne, elle est numéro 1 en France. Et elle a habilité à devenir numéro 1 en Europe, voire dans le monde aussi, dans son secteur. Je parlais de Blablacar, aujourd'hui, enfin à l'époque, quand je suis parti de PayPal, c'était plus de 25 pays, c'était des dizaines, voire des centaines de millions d'utilisateurs. Mano Mano, c'était une croissance incroyable en France et en Europe. Moi, j'avais identifié Back Market aussi, qui est devenu le leader dans le monde du reconditionné, pas que pour les téléphones, mais aussi pour l'électronique. Mais en fait, le but, c'était de les accompagner, enfin de travailler avec eux en leur disant, écoutez, en France, vous êtes bien le leader, mais effectivement, on a cette chance. Je disais pas, on est les meilleurs, on est les plus forts dans le monde. Mais on a cette chance de pouvoir vous accompagner dans le reste du monde, de pouvoir vous aider à vous développer sans que vous ayez à faire trop d'intégration, sans que vous ayez à recruter trop de personnes. Et la roadmap tech d'une startup ou d'une scale-up est ce qui est d'essentiel. Donc quand vous pouvez leur dire, écoutez, vous pouvez vous déployer dans près de 200 pays avec une seule intégration, ça les rassure. De tes études en 2003 à ce qui est devenu la tech et le digital, comment tu te formes en interne pour être légitime avec des collaborateurs plus jeunes qui ont peut-être plus, qui sont nés avec cette tech qui a évolué, ce digital qui a évolué?
comment est-ce que quelque part on se fait pas dépasser aussi par des plus jeunes et qu'on garde la légitimité d'un patron ou d'un manager, comment est-ce qu'on arrive à être à la hauteur? Alors déjà, effectivement, quand je recrutais des stagiaires ou des plus jeunes, je me disais toujours peut-être qu'un jour, c'est le futur PDG de PayPal. Donc, faut pas avoir peur de se faire remplacer. Moi, j'ai toujours cette expression, enfin, cette citation de Steve Jobs qui disait que un employé B va recruter un employé C qui va recruter un employé D jusqu'à ce que la boîte fasse faillite parce que un employé veut pas recruter plus fort que lui. Alors qu'en fait, quand moi, et Steve Jobs disait un employé A doit recruter un employé A ou A+. Donc c'est la même chose en fait. Moi j'essayais toujours de recruter quelqu'un. Je me souviens quand j'ai recruté la personne qui est devenue mon directeur commercial, j'ai une personne qui lui a fait passer un entretien aussi qui m'a dit fais attention, il va prendre ta place. Je lui ai dit mais tant mieux. Ça veut dire qu'il m'aura dépassé et quand l'élève dépasse le maître devrait être fier plutôt que jaloux. Et après aussi, il y a un deuxième élément, toujours pour cette légitimité par rapport au syndrome de l'imposteur, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on est établi dans l'entreprise ou que l'entreprise est établie dans son secteur qu'il ne faut pas continuellement faire des recherches. Donc moi, en fait, je cherchais constamment qui étaient nos concurrents potentiels, nos partenaires potentiels. Je lisais énormément. J'avais des alertes, Madines, par exemple, qui est quand même ma bible sur toutes les industries. Je lisais TechCrunch, je lisais le New York Times aussi. Donc, je lisais énormément. Je disais tout à l'heure que j'adore lire. Donc, ça je le mettais au profit de mon entreprise. Et aussi, j'essayais de voir quelles étaient les innovations qui allaient pouvoir menacer PayPal ou quelles étaient les innovations que je devais pousser en interne pour pouvoir faire avancer PayPal. Il y en a une que j'ai malheureusement jamais réussi à pousser, mais c'est les comptes jeunes. Faire en sorte que les moins de 18 ans puissent avoir un compte PayPal. Donc, T'as pas pu... Non, ça, j'ai pas réussi à convaincre les gens, mais... Voilà, peut-être qu'un jour, ils le feront sans moi, ils n'avaient pas besoin de moi pour le faire. C'est ça. Est-ce que quelque part, c'est pas un peu ton parcours aux États-Unis, aux States, qui t'ont aidé à avoir cette mentalité, ou dans ta position de leader ou de manager ou de numéro 1 de PayPal France, t'es pas peur de recruter un meilleur que toi? Écoute, c'est difficile à dire, d'avoir le recul nécessaire pour dire ça, mais je suis pas sûr que les Américains recrutent mieux que les Français. Je dirais que c'est quand même plutôt lié à mon éducation, et dont les États-Unis ont fait partie, qui fait que mes parents m'ont toujours appris à quand même travailler plus et plus dur et ne pas être jaloux des gens qui sont plus intelligents que soi, parce qu'il y en a toujours beaucoup plus, et au contraire les respecter et plutôt les embaucher plutôt que de les laisser partir à la concurrence, par exemple. Tu parlais d'un mini regret de ne pas avoir pu développer les comptes jeunes chez PayPal. Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es mangé des portes et tu t'es quelque part, il y a des actions que tu as entreprises qui n'ont pas du tout marché, et quelque part ça t'a un peu poussé dans tes retranchements. Et... Alors, plein de fois en fait, j'ai eu plein de fins de non-recevoir régulièrement. Je dirais ma malchance, peut-être ma chance, c'est que j'étais quand même si j'étais impatient et rempli d'énergie, je connaissais mon entreprise PayPal pour savoir que, enfin l'entreprise PayPal, pour savoir que si on était assez patient, à un moment donné, ça pouvait donner quelque chose. Et donc typiquement, il y a 2 projets, un qui a pris 2 ans et demi et un autre qui a pris 5 ans, qui ont abouti. Et donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'attendre 2 ans et demi ou 5 ans pour pousser et que les choses finalement se concrétisent. Et c'est parce que j'ai vu que les choses arrivaient finalement au bout d'un certain temps à se dérouler, même d'ailleurs 2-3 autres projets chez PayPal, 10 ans. Ils ont mis 10 ans par exemple. Donc le fait qu'on ne travaille pas avec Air France, enfin que PayPal ne travaille pas avec Air France ou Carrefour par exemple, ça a mis 10 ans à se résoudre. Et une fois que ça s'est fait, c'était une belle victoire et on la célébrait, mais après on repassait à la suite. On se disait, voilà, quel est l'autre client de PayPal, enfin le prospect de PayPal qui nous dit non depuis 10 ans, à qui on peut aller taper à la porte en lui disant, voilà, on a attendu 10 ans avec cette autre entreprise, dites-nous oui enfin. Voilà. Là, on parlait des moments quelque part de doute ou du temps long. Est-ce que il t'est arrivé parfois dans ce processus d'échec à répétition ou d'avoir paradoxalement cette tentation à se dire on est quand même les numéros 1, on a d'autres leviers pour leur mettre la pression et ils vont nous accepter, tu vois
Alors, enfin, c'est vrai qu'il faut être créatif, mais tu vois, si je prends aujourd'hui mon travail chez Phénomène, donc nous, on est le numéro 1 en Europe de l'assurance annulation, et pourtant, on est minuscule par rapport à d'autres concurrents qui sont des mastodontes de l'assurance en général, et qui sont aussi présents dans l'annulation, mais qui le font très très mal. Mais c'est juste qu'ils ont une telle marque, ils sont tellement énormes que finalement, ils arrivent à signer des clients alors que l'expérience de remboursement est nulle, voire inexistante. Et l'expérience utilisateur pour la souscription du contrat d'assurance est aussi très très mauvaise. Et en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on est leader, donc chez PayPal avant ou chez Phénomène aujourd'hui, qu'il faut s'endormir sur ses lauriers et qu'il faut pas trouver des moyens d'être créa, d'aller chercher des nouveaux clients constamment, d'aller chercher des nouvelles approches pour des clients. Et donc pour revenir à ta question, déjà, encore une fois, si tu utilises une arrogance, une position numéro 1 en disant « Mais attendez, on est numéro 1, pourquoi vous ne travaillez pas avec nous ? Vous êtes mauvais, vous êtes nuls. » C'est le meilleur moyen de froisser les gens. Et surtout, je dirais en France, où il y a quand même ce chauvinisme dont on parlait tout à l'heure, cette fierté d'être français, se disant ben voilà, on est Carrefour, on est Air France, pourquoi est-ce qu'on a besoin de PayPal ? Et pareil, en fait, pour les autres acteurs de tout ce qui est billetterie aujourd'hui, voyage, sport, avec qui on travaille de plus en plus avec Phénomène, ils ont très très bien fonctionné pendant des années. Ils se disent c'est pas grave si votre concurrent ne rembourse pas. C'est pas notre cœur de métier, c'est pas de vendre de l'assurance, mais en fait le faire bien. Encore une fois, l'expérience client, c'est ce que je disais en introduction. L'expérience client fait que la satisfaction et la fidélité est telle que les clients reviennent, et ils reviennent plus satisfaits, et la marque s'en ressent, la satisfaction client, la stickiness, comme on dit en anglais, s'en ressent. Comment s'est fait un peu la transition de cette période de presque 10 ans chez PayPal, 12 ans, à devenir quelque part à intégrer Phénomène. Donc c'est une entreprise qui avait quoi, 25 ans Alors, donc si tu veux, comme je disais, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, et en plus le fait d'être pendant 12 ans confronté à des entrepreneurs tout le temps, des startups, des scale-ups, des belles réussites françaises ou internationales qui avaient créé de toutes pièces des très très belles entreprises, me taraudait énormément. D'un point de vue créativité et puis d'un point de vue projet professionnel. Sur le côté créatif, moi j'adore écrire, donc j'écrivais quelques romans pour assouvir ma passion créatrice, mais ça suffisait pas. Et puis j'avais ce passé de papa et de grand-père entrepreneur, donc ça me tendait, ça me tarabustait. Et en fait j'ai été contacté par un chasseur de tête l'année dernière, au moment où je me posais des questions sur la suite chez PayPal, et en fait ils sont arrivés avec la bonne proposition. Et donc la proposition, c'était Phénomène, qui est si tu veux, le résultat de deux entreprises qui ont fusionné. Donc une société qui s'appelait déjà Phénomène, qui existe sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans, et qui assurait des grandes tournées de concerts, des grands chanteurs français ou internationaux qui venaient en France, qui travaillaient avec des grands acteurs du luxe qui font des défilés de mode, qui font des tournages de publicité. Et donc ça, c'était un passé sur le côté organisateur. Donc c'est l'organisateur qui s'assure en cas d'annulation, puisque si jamais une tournée est annulée, il faut rembourser les spectateurs. Et donc ça fait très très mal financièrement, donc c'est bien d'avoir été assuré. Comme ça, l'assureur rembourse l'organisateur, l'organisateur peut rembourser les spectateurs. Et pour ce qui est des grandes entreprises qui font des événements, des publicités, bah pareil, ça a un coût financier assez certain, conséquent. Donc si vous êtes assuré contre les intempéries, les émeutes, les troubles civils ou les attaques terroristes, ça peut servir d'être bien assuré pour pouvoir être remboursé. Et donc cette société Phénomène a racheté une entreprise qui s'appelle Mitch, qui était spécialisée dans l'assurance annulation, mais du côté consommateur. Donc quand on achète un billet de spectacle, quand on achète un voyage, un billet d'avion, en tant que consommateur, on peut s'assurer. Et si on a des problèmes, que ce soit de santé, professionnels ou d'autres, on peut se faire rembourser en demandant à Mitch de le faire. Et donc Mitch rembourse 9 fois sur 10 et en moins de 48 heures. Alors que les concurrents remboursent 1 fois sur 10 et en 6 mois. Et donc c'est vrai que toujours cette expérience client, cette innovation, c'est vraiment ce qui m'a attiré chez Mitch. Les équipes aussi sont formidables. Et le fait d'avoir cette spécialisation, tu vois, c'est pas un assureur large, c'est un assureur spécialiste qui ne fait que de l'assurance annulation. Et donc aujourd'hui, on travaille avec ce côté tech pour les consommateurs
et sans cesse trouver des nouveaux clients, des nouvelles verticales, des nouvelles expériences clients sur le remboursement sans justificatif, par exemple, qui est dans l'air du temps. Si tu veux, plus des incertitudes, que ce soit le Covid avant ou la dissolution de l'Assemblée nationale en France l'année dernière, qui fait qu'il y a des gens qui ont annulé des week-ends prévus de longue date l'été pour pouvoir voter au premier ou au deuxième tour. Ça, c'est un peu embêtant si tu n'as pas une assurance. Et donc ça, on le couvrait aussi. Donc ça, c'était avec ou sans justif. Et au niveau des organisateurs, on travaille avec des très très grandes marques, des grands groupes ou des grands producteurs de spectacles, de conférences, qui mettent des millions, voire parfois des dizaines de millions d'euros dans un événement et qu'il faut protéger. C'est quoi le plus gros événement? Je ne sais pas si on a le droit de citer des artistes ou des clients, mais le plus gros événement qui a été Alors, écoute, on a assuré la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. Donc aussi bien du côté organisateur que du côté consommateur pour les billets qui étaient vendus. Puis c'était des gens qui venaient du monde entier, pas que d'Australie ou d'Afrique du Sud, mais du monde entier pour venir voir les Français et les autres équipes jouer. Et donc, si jamais il y avait des impondérables, ils étaient protégés par notre assurance. Donc le client ski, c'est l'UEFA, non? Alors c'est la fédération, enfin la World Rugby Association, je crois, ou Federation, quelque chose comme ça. Voilà. Énorme. Et donc comment, avec un pareil, en termes de négociation, ça va être assez captivant? Alors c'était avant que j'arrive, parce que c'était la Coupe du Monde de rugby a lieu en 2023. Mais cette année, on a fait un grand acteur du cyclisme. On travaille avec des marathons, on travaille avec des grands. On a fait de la Formule 1 en France aussi. On va faire de la Formule 1 au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est. On travaille avec des clubs de foot aujourd'hui. En France, et des clubs de rugby aussi, du top 14. On échange avec des clubs de foot en Espagne, en Italie, en Angleterre, aux États-Unis, football ou soccer, tu vois, du club de foot américain. Et donc, comment est-ce qu'on y arrive? C'est en fait à la force de conviction. Et c'est en expliquant que même si on est une toute petite entreprise qui vient concurrencer des grands acteurs, d'un point de vue service client, d'un point de vue tech, on est imbattable. Et encore une fois, c'est plus facile pour nous parce qu'on est une start-up. Donc on innove constamment, alors que les grands groupes, surtout si ce n'est pas leur spécialité, ils sont coincés. Est-ce que quelque part dans ces grosses négociations avec des très grands acteurs, est-ce que parfois c'est pas ce qu'on s'imagine? Parce qu'on a plein de préjugés. On se dit, il y a un apporteur d'affaires. Est-ce que des fois ça se fait avec un café ou un... Tu vois, est-ce qu'il y a des fois même peut-être que tu as des anecdotes ou c'est pas ce qu'on croit, c'est parce que je l'ai croisé à Roland Garros et que on a bu un café, que finalement on a signé ça. Comment se passe un peu la signature de contrat? Non, ça, en fait, c'est le côté autour d'un café ou d'un déjeuner, on va signer. Ça, pour moi, c'est un mythe. Ça se fait que s'il y a eu du travail de plein d'équipes différentes pendant des mois, voire des années. Je parlais de 10 ans tout à l'heure pour PayPal, mais là, il y a des projets sur lesquels mes équipes travaillent depuis des années. Et en fait, oui, ça peut se top-là avec une poignée de main, un déjeuner, mais parce que en fait, les équipes ont travaillé dur pendant des mois ou plus pour rassurer les équipes d'intégration, pour les équipes les services clients, les équipes juridiques, les équipes financières, même un petit organisateur d'un petit événement sportif, une petite société de ticketing, il y a toujours quand même une personne qui s'occupe de l'admin et ou du juridique et ou de la finance et un dirigeant qui dépend de ces personnes-là pour prendre ses décisions. Donc même si le dirigeant dit ouais, prenez Mitch, prenez Phénomène, en fait, si ces équipes ne sont pas convaincues ou n'ont pas la bande passante, ça ne changera rien. Donc en fait, il faut convaincre et travailler avec toutes ces équipes-là en fait. Des blocages humains dans différentes strates de hiérarchie. Est-ce que, quelque part, toi, en tant que dirigeant, tu sais que tu n'es pas éternel, tu n'es que locataire de ta fonction. Est-ce que, quelque part, c'est pas frustrant de se dire, ou même des fois de pouvoir, quelque part, exploser, et de se dire, bon, ça y est, il y a un problème dans mes équipes, ou c'est pas normal que ça bloque autant d'années, il faut que je revoie tout, ou des fois, craquer et se dire, bon, le job, il est pas pour moi, ou j'y arriverai pas, parce que attendre plus de 10 ans sans voir concrétiser des fois des contrats, c'est pas évident. Alors, chez PayPal, les 10 ans, c'était plusieurs dirigeants différents. Donc, heureusement, c'était pas que moi, ni mes prédécesseurs. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au syndrome de l'imposteur ou à l'arrogance ou à l'humilité et tous ces sentiments-là. En fait, si on n'est pas capable de se remettre en question, on peut pas avancer, on peut pas être meilleur dirigeant. Donc, si effectivement on est la raison pour laquelle ça bloque, on peut se mettre en retrait. Là, par exemple,
dans ma nouvelle entreprise, j'ai appris que j'avais pas réussi à séduire, à convaincre 2-3 prospects potentiels. Et donc j'ai dit, quand on est allé en réunion plusieurs, j'ai dit c'est très simple, moi je me mets en retrait et je vous laisse parler. Si la personne m'a pris en grippe, c'est de ma faute. C'est que j'ai pas réussi à être convaincant. Donc en fait, je vous laisse faire le travail. Et je suis là en soutien, mais encore une fois, j'ai pas l'arrogance de me dire c'est moi qui dois parler tout le temps. Et si la personne m'aime pas, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Pour moi, mon objectif, c'est de faire rayonner l'entreprise et de la faire se développer. Donc, si ça veut dire que c'est toutes les autres personnes sauf moi qui vont y travailler, ça veut dire que moi, dans ce cas-là, je peux aller à la plage lire un livre. Mais en fait, le but, c'est quand même d'aider au maximum mais pas être un blocage, un obstacle. Bien sûr. Aujourd'hui, quand tu es amené à recruter des équipes, je suppose, Oui. Quelle est la qualité ou quelle est un peu, on parle beaucoup des qualités humaines, on parle beaucoup, c'est pas forcément de l'expérience, mais il y a aujourd'hui plein de débats comme ça, on voit un peu maintenant sur les podcasts ou les conférences. Toi, tu recherches quoi chez un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice? Alors déjà, c'est l'envie quand même. Ça, c'est parce que, je dirais que déjà, on a la chance, c'est que si quelqu'un nous contacte alors qu'on est une start-up et qu'ils ont entendu parler de nous, c'est qu'ils ont fait un effort pour nous chercher. Et ça, je dirais qu'il y a peut-être 60% du travail qui est déjà fait. Et les 30% restants, c'est l'envie, l'énergie pendant l'entretien. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup d'entretiens qui se font à distance. Donc il faut arriver à traduire, à transmettre cette envie au travers d'un tout petit écran. Et c'est pas donné à tout le monde. Et là, je te donne un exemple. On est en train de chercher une nouvelle responsable juridique ou quelqu'un pour un département juridique. Et j'ai une jeune femme qui a pas beaucoup d'années d'expérience, mais elle a ce qu'il faut déjà. Et surtout, en fait, elle avait un peps et une énergie, une passion déjà, et pour le secteur et pour l'entreprise, qui fait qu'on a envie d'embaucher tout de suite. Alors, je vais quand même donner un petit devoir, c'est les 10% restants, pour qu'elle... parfois, c'est pas mal quand même de donner des études de cas, pour comprendre comment les gens réfléchissent, comment est-ce qu'ils structurent leurs pensées, leurs documents. Et une fois que c'est fait, ça permet d'évaluer la personne complètement. Est-ce qu'il y a des fois tu t'es dit je me suis trompé sur un recrutement de collaborateurs ou mon instinct m'a trompé, Ouais. j'ai mis trop d'émotions dans le recrutement et ça arrive, j'ai pas de track record parfait, je connais personne qui l'ait. Mais bon, en fait, on a la chance d'avoir la période d'essai qu'il faut, en fait. Mais c'est vrai que je trouve que parfois en France, on oublie que plus c'est facile finalement de faire partir les gens, plus c'est facile de les embaucher aussi. Et en fait, de faire en sorte que la période d'essai soit flexible, mais aussi pour le salarié, s'il n'a pas aimé l'entreprise, finalement qu'il a envie de partir rapidement. Mais pour l'employeur de se dire, voilà, en fait, si je me trompe, je pourrais y remédier, fait que en fait, les employeurs sont prêts à prendre le pari. Donc ça, c'est un peu des axes d'amélioration pour la France. Voilà. Aux États-Unis, c'est comment? C'est un peu plus flexible. Voilà, aux États-Unis, je pense qu'il y a un mois de préavis encore. Les gens arrivent avec une boîte en disant voilà, tu libères ton bureau et tu t'en vas, merci, au revoir. Mais en même temps, le marché du travail américain est tellement flexible qu'il y a un taux de chômage qui est en dessous de 5%. Et encore, à un moment donné, c'était 3-4%. Ce qu'on appelle du chômage frictionnel. C'est justement les gens qui sont entre deux jobs. Mais c'est vrai que, bon, après, il y a des salaires sont plus bas et il y a beaucoup plus d'industrie de services là-bas. Mais les gens peuvent monter plus dans les strates sociales aussi. Qu'est-ce que tu rêverais pour la suite de tes projets? Tu le disais, voilà, tu as terminé tes études dans les années 2000, tu as eu tout ce parcours avec PayPal et Phénomène. C'est quoi la suite de tes rêves que tu n'as pas encore réalisé? Alors écoute, déjà, le fait non seulement de devenir entrepreneur, mais en plus de devenir PDG, puisque j'ai repris la direction de la société avec mon co-associé il y a quelques mois, déjà, c'est quand même un sacré rêve assouvi, si tu veux. Donc là, mon rêve, pour le moment, c'est de faire grandir l'entreprise et au moins pour les 5 prochaines années, de se déployer sur tous les continents, de gagner des belles références, voire, comme chez PayPal, d'identifier les futures références, parce qu'il y a aussi quelques plateformes de ticketing qui sont en pleine croissance. Il y a des plateformes de billets de sport. Encore une fois, je vais en parler, de marathon, de course, c'est assez fou. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui deviennent athlètes, pas nécessairement professionnels, mais pour courir un marathon, pour courir un trail, des triathlons et même plus.
Donc il y a de plus en plus de plateformes sportives et assurer un dossard ou un athlète, c'est pas la même chose qu'assurer un fan de sport. Parce que si tu te fais si tu te fous de la cheville, tu vas peut-être pas aller courir un marathon. En revanche, tu pourras aller voir un match de foot en tant que spectateur. Donc ça s'assure pas tout à fait pareil. Et donc voilà, moi c'est mon rêve, c'est de continuer à faire grandir l'entreprise, recruter plein de super salariés et à limite trouver mon successeur. Voilà. Bravo. On a une tradition un peu dans le podcast, c'est en fin d'émission, si tu devais parler au Francis qui termine ses études à Neuilly, qui va rentrer sûrement prépa HEC, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui comme conseil ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Je dirais que la prépa HEC, c'est presque trop tard parce que moi, je me suis vraiment mis à travailler très dur en partir de la terminale. Ce qui fait que j'ai eu la chance d'avoir un bon bac à l'époque où ça valait encore beaucoup de choses et d'avoir ces deux prépas. Donc je parlerais plutôt au Francis qui termine le collège et qui rentre au lycée en lui disant que ce serait pas mal qu'il commence à travailler plus tôt et plus dur parce que s'il fait ça, en fait, il arrivera à faire des très très belles choses et qu'il a des parents extraordinaires, une petite sœur formidable et des grands-parents très inspirants. Donc c'est beau de dire que ça l'inspire, mais qu'il le montre dans les faits aussi. Énorme, voilà. Mignon en tout cas, pour cette petite touche d'émotion en fin de podcast. Merci Francis d'avoir accepté un peu de nous dévoiler un peu ton parcours, parce qu'on estime que c'est aussi en allant un peu dans le passé pour comprendre comment nos parcours inspirants sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc merci de nous avoir laissé un peu ouvrir le livre de ta vie. Merci Mickaël. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, c'est très important pour l'algorithme. Suivez-nous sur toutes nos plateformes et à très bientôt sur Col Roulé.